Bonsoir à tous, bienvenue à ce rendez-vous d'actualité sur la télévision nationale. Voici les titres. Elle gêne souvent notre mobilité, survient de façon brève ou longue. Les lombalgies, ces douleurs dans le bas du dos. Zoom dans ce journal sur un mal qui pourrait même conduire à l'invalidité. Victoire manquée cet après-midi des Guépards face aux Rwandais. Espoir et fierté en revanche dans d'autres disciplines. Nageurs, pétanqueurs, scrabble, karatéka et autres athlètes remportent des médailles et sont honorés par le pays. À l'étranger, l'actualité nous amène au Nigeria où la Croix-Rouge alerte sur la malnutrition infantile. Au Vatican où les musées dévoilent le célèbre Apollon du Belvédère. L'ONU est préoccupée par l'emprisonnement d'adversaires politiques du pouvoir en Tunisie. Et les frappes russes font toujours des victimes en Ukraine. Merci de rallier ce rendez-vous d'information. On va commencer par cette victoire manquée des Guépards face aux 11 Rwandais cet après-midi. Ils ont créé de l'espoir à la première mi-temps en menant 1-0, mais c'est un coup de massue qui leur est tombé dessus à la reprise. Après leur brillante prestation lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 au Rwanda, eh bien, les Guépards viennent de courber les chines face au même adversaire. Les Amavubi du Rwanda ont donc pris leur revanche sur le Bénin au terme d'une rencontre palpitante par un score de 2-1. Les Béninois ont donc craqué par 2 fois au cours de ce match. D'abord à la 70e minute et ensuite sur pénalty à la 74e minute. Malgré cette défaite, les poulains de Gernot Rohr ont tout de même leur destin en main. Et puis en entendant une remontada des Guépards, d'autres athlètes béninois écrivent de belles pages sportives. L'État béninois les remercie ces talents sportifs qui ont brillé par leur prouesse sur le continent ou hors du continent d'ailleurs, qu'ils soient nageurs, pétanqueurs, scrabbleurs, adeptes du karaté, do et wushu, ou soit même des athlètes d'autres disciplines. Tous reçoivent ce lundi les remerciements, les honneurs officiels de la nation béninoise. L'événement a eu pour cadre le stade de l'amitié de Cotonou. Comme témoin, Jules Akoikou, Arnois Dadja. En prélude à la grande messe sportive en gestation, le Bénin remercie ses talents. Loin du Bénin, ses adeptes du badminton, de tchoukbal, de gymnastique, de maracana et d'autres disciplines sportives ont hissé le pays sur le continent et en dehors au cours de cette année. Si nous partons pour une compétition, c'est pour gagner. C'est pour honorer notre drapeau. Et vous l'avez si bien fait que je tiens à réaffirmer la volonté du chef de l'État, de son gouvernement, à poursuivre la dynamique du financement, de la formation, de la détection, de la promotion des infrastructures à construire. En attendant que tout ce monde soit véritablement célébré, par cette reconnaissance exprimée au talent, l'État renouvelle sa confiance en ses valeurs. Nous sommes vraiment contents parce que ça fait la 3e fois que nous sommes champions d'Afrique et on n'a jamais vu ça. C'est pour la première fois. Le badminton béninois est aujourd'hui fier d'avoir accompli une mission, fier donc de pouvoir décrocher 6 titres au niveau continental, au niveau des championnats d'Afrique scolaires qui ont eu lieu du côté du Sénégal. Et aujourd'hui, avec le mouvement sportif national, le ministre vient de faire un acte de reconnaissance et de bravoure. Vous avez vu, il n'y a pas que l'argent pour motiver. Et cette cérémonie, c'est un instrument de motivation pour nous. Et je pense que les enfants aussi ont vécu un grand moment d'encouragement, de reconnaissance des efforts que chacun a eu à faire pour que nous ayons ces résultats. Non seulement le gouvernement est en train de mettre ce qu'il faut dans le mouvement sportif pour que nous puissions révéler le Bénin à travers le monde entier. Après cela, le ministre a aussi vu que c'est juste de féliciter ceux-là qui ont pu gagner des médailles, ça et là, en attendant que le gala des champions n'arrive. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, dit-on.
Benoît Dato nourrit en ses sportifs davantage de motivation. Vive le sport donc au Bénin. Parlant de sport, la ville d'Abomey a accueilli depuis le week-end dernier la phase départementale des championnats intercommunes. Pendant 2 semaines, une centaine d'athlètes vont offrir du spectacle au public du stade Omnisport de Goho. Et c'est à l'initiative des ministères des Sports et de l'enseignement secondaire. Témoin du coup d'envoi de cette phase départementale des championnats intercommunes, Pierrette Adin-Yorsi. La compétition dédiée aux jeunes de moins de 15 ans prend en compte 5 disciplines. Le football, le basketball, le volleyball, le handball et l'athlétisme avec les épreuves de 100, 400 et 80 mètres ainsi que le saut en longueur. Dans pratiquement toutes ces disciplines, les différentes équipes communales s'affrontent en hommes et en dames. Nous avons 3 sites de compétition. Les phases de poule se déroulent sur 3 sites. Le premier site, c'est le stade Omnisport d'Abomey, et là où nous sommes, et les communes de Djidia, de Agbaïzoun et d'Abomey se rencontrent ici. Le deuxième site, c'est le site de Boycon. Et à Boycon se réunissent les sélections de la commune de Zobodomé, de la commune de Zakota et de la commune de Boycon. Et le troisième site, c'est le site du stade Omnisport de Kobe. Et sur ce site se réunissent les communes de Kobe, de Zainado et de Wenhi. On a joué contre l'équipe de Djidja aujourd'hui. Demain, on aura un match contre l'équipe de Akmaïzo. Et je vous promets victoire en homme chez les garçons comme chez les filles. Au terme de ces 2 semaines de compétition, nous allons disposer de sélections dans chacune des disciplines, lesquelles sélections seront suffisamment outillées pour représenter le département du Zou s'il arrive d'organiser des compétitions d'envergure nationale. Cette phase départementale des championnats intercommunes témoigne, d'après le ministère des Sports, de la volonté de renforcer la pratique du sport à la base. C'est le gage d'un lendemain meilleur pour le sport béninois, grâce notamment à la détection des talents. Voilà donc pour la page sport qui a inauguré ce journal. On change de sujet, on parle de santé à présent. Des réformes qui se déploient dans le secteur de la santé. Et pour en informer tous les acteurs à travers le pays, l'autorité de régulation du secteur de la santé s'est ébranlée en tournée à travers tous les départements au contact des populations et des acteurs de la santé. À l'étape de Nati Tengou, Jean-Claude James, Yves Agodopessi. 391 femmes décèdent en voulant donner la vie entre 2017 et 2018. C'est une triste réalité que le président de l'ARS partage avec ses invités, élus locaux, leaders religieux, professionnels de la santé et citoyens ordinaires qui sont ici à l'école du nouveau paradigme du secteur de la santé. C'est un plaisir pour l'ARS de se déplacer vers vous pour vous permettre de mieux la connaître et de mieux savoir comment rentrer en communication avec elle, parce que tout ce qu'elle met en place, c'est dans le sens d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Et c'est pour ça que je remercie le maire de Nati Tengou pour l'accueil qu'il a réservé. Au cours de cette séance, nous allons vous présenter 2 communications. La première sur l'autorité de régulation du secteur de la santé et la deuxième sur le dispositif pour la sécurité des patients dont le déploiement a été lancé à Cotonou le 28 mars 2024. La commune de Nati Tengou en a vraiment besoin et je vous remercie pour avoir répondu massivement à notre invitation pour corriger, pour parfaire, afin de nous sentir en bonne santé. La même séance a déjà eu lieu dans plusieurs communes du Bénin. Elle permet de rappeler à chaque Béninois qu'il a une partition à jouer pour l'atteinte de l'objectif poursuivi, la couverture sanitaire universelle. Dans notre dossier santé, on va parler d'une douleur qui donne plus que de l'inconfort, des douleurs surtout dans le dos, précisément le bas du dos. Cela est arrivé sans doute à beaucoup de gens, au moins une fois. Un mal qui pourrait conduire à l'invalidité si on y prend garde. Dans le dossier santé de ce jour, nous faisons un zoom sur la lombalgie. C'est avec Heureuse Danondé et Jules Akoyikou.
5, 6. Si vous avez mal au bas de votre dos, vous n'êtes pas seul. 619 millions de personnes en ont souffert en 2020 selon l'Organisation mondiale de la santé. Et les expériences n'ont pas été les mêmes. Je suis secrétaire de direction. Je suis secrétaire de direction, donc je passe plus à longueur de journée assise. C'est une douleur que j'ai contractée pendant mes séances de musculation. Dès le début, c'était une douleur très forte, très vive, dans le bas du dos, et qui me donnait beaucoup de peine. Même en étant en position assise, j'avais énormément mal. Pour conduire, c'était pareil, j'avais tout le temps mal au dos. Je prenais des médicaments, des antalgiques et tout, mais ça ne passait pas. Ça se calmait, mais après, ça revenait. Pour comprendre comment cela survient, regardons l'anatomie du bas de dos. La colonne vertébrale est composée de 24 vertèbres et le mal de dos se déclare généralement ici, dans la région lombaire. Si certains de ces muscles sont tendus, faibles ou déséquilibrés, la pression peut entraîner une usure excessive des autres structures et causer ainsi une douleur lombaire. Pour certains patients, cette douleur peut être ressentie dans les régions voisines comme les fesses, la jambe et le pied du côté atteint. Dans la majorité des cas, la douleur disparaît en quelques jours ou semaines. Mais lorsqu'elle persiste pendant plus de 3 mois, il s'agit d'une lombalgie chronique. C'est un problème vraiment de santé publique. On peut déjà commencer par s'inquiéter dès les premières causes, dans les premières apparitions de douleur. Quand il s'agit des gènes, tout ça là, il faut vite aller voir de quoi il s'agit. Et quand la douleur s'installe, ça veut dire que le problème s'est déjà installé. Surtout dans les troubles qu'on appelle musculo-squelettiques, c'est-à-dire les troubles qui vont être liés à l'activité donc professionnelle de la personne. Souvent les métiers qui vont demander plus de sédentarité, donc plus de position assise, et des métiers qui vont demander aussi beaucoup plus de port de charge. Les activités physiques aussi, lorsque c'est dirigé par quelqu'un qui n'est pas du domaine, qui ne connaît pas vraiment les problèmes donc, du patient dès le départ, on peut malheureusement renforcer des muscles qui vont créer cette douleur. Au lieu de les affaiblir, on va les renforcer. Mais il y a aussi les métiers qui vont demander à rester debout longtemps également. C'est le fait de le faire tout le temps, qui constitue la cause qui va amener cette lombalgie-là. La lombalgie, qu'elle soit chronique ou aiguë, est la principale cause d'invalidité dans le monde. Le traitement passe souvent par une automédication avec la prise d'antalgiques, puis des consultations chez le rhumatologue, des radiographies et se termine souvent chez le kinésithérapeute avec des séances de rééducation. Le premier conseil que je peux donner, c'est d'abord de savoir que le dos est fait pour être mobile, pour permettre donc à la fois d'allier la mobilité et la stabilité. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit utiliser le dos au-delà de ses capacités. Lorsque nous faisons un travail qui nous oblige à rester assez longtemps, il faut savoir que toutes les 2 heures au moins, on va se lever. Tout ceci va permettre de relâcher les muscles qui sont déjà contracturés et puis de revenir encore, reprendre la position assise. Si c'est dans une voiture, c'est la même chose. Au bout de 2 heures de route, prenez une pause. Et enfin, si vous êtes dans un domaine où on porte des charges, il faut venir voir les kinés et on va donc vous entraîner à faire donc, les postures qu'il faut pour soulever la charge. Dans tous les cas, il est important de consulter des structures de soins de santé face à toute douleur lombaire. Ça va, vous le ressentez, hein? Très instructif. 44 ans déjà que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a instauré la date du 16 octobre comme journée mondiale de l'alimentation. C'est demain. Le thème de cette journée a pour but de mobiliser la conscience et l'action en faveur des victimes de la faim et de la malnutrition. En prélude à la célébration au Bénin, à Zakota, le ministre en charge de l'agriculture adresse ici un message à la nation. Brice Chibozo et Brice Deogracias Menaï, les 2 Brice, nous en proposent ici une substance. Cette année, la Journée mondiale de l'alimentation concentre les énergies sur l'alimentation en tant que droit fondamental inscrit dans la législation internationale. Cependant, dans plusieurs contrées du monde, y compris le Bénin, quelques 800 millions de personnes n'ont pas accès aux aliments dont ils ont besoin pour mener une vie saine et active. L'échéance de 2030 de l'agenda objectif de développement durable
au cœur desquels se trouve la problématique de fin zéro, s'annonce à nos portes. C'est donc à juste titre que la FAO a retenu comme thème de la journée de cette année pour nous alerter droit aux aliments, au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Ne laissez personne de côté. Ce thème appelle non seulement une convergence d'engagement et d'action des gouvernements, du secteur privé, des institutions de recherche, des organisations professionnelles agricoles pour une transformation rapide des systèmes agroalimentaires, mais également une redistribution équitable des ressources afin que personne ne soit vraiment laissé de côté. Voilà, que personne ne soit vraiment laissé de côté. Un message clé envoyé par le ministre de l'Agriculture à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. Comment se porte l'école béninoise? C'est la question à laquelle le ministre Salimane Karimou a répondu lors de l'émission Bilan sur les 8 années de réforme dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires. À travers quelques morceaux choisis, Rachidat Biormaman, dans l'élément qui va suivre, va parcourir, nous montrer quelques actions majeures entreprises sous la rupture pour redorer le blason de l'école béninoise. Regardons. Qu'a-t-on fait depuis 2016 dans le sous-secteur des enseignements maternels et primaires? Impossible d'y répondre sans une analyse rétrospective de la situation. Alors, à partir de 1998 jusqu'en 2016, il n'y avait pas une année scolaire sans mouvement. Le slogan partagé par tous, c'était qu'il fallait sauver, n'est-ce pas, l'année scolaire, parce que chaque année scolaire était caractérisée par des mouvements de grève. Conséquence, c'est que les niveaux des apprenants ont chuté à tout point de vue. Partant donc du volet éducation du programme d'action du gouvernement lancé en 2016, des actions furent entreprises pour relever le niveau. Des infrastructures sont ainsi construites, palliant du coup le déficit qui était de 8 794 salles de classe en 2016. Dans le programme d'action du gouvernement numéro 1 en 2016, nous avions déjà annoncé au peuple béninois que chaque année, durant le PAG1, nous allons mettre à disposition 6 000 salles de classe. Ce qui converse que chaque année, il fallait faire de répartition pour obtenir un certain nombre de salles de classe. Et nous devrons pouvoir réhabiliter un certain nombre de salles de classe. Nous avons mis que nous allons réhabiliter 1500 salles de classe, ce soit durant le quinquennat. Donc voilà, en termes d'accès, ce que nous avions prévu. Nous avons pu réhabiliter 3000 salles de classe jusqu'à aujourd'hui. D'un autre côté, le déficit en enseignants se règle avec efficacité. 12 126 classes n'avaient pas d'enseignants. Alors, il fallait parer au plus pressé. Et dans la même année, en 2016, nous avons pris des dispositions, n'est-ce pas, pour parer au plus pressé. Certains enseignants, en ce moment, peut-être ils avaient leur raison, étaient au poste sédentaire alors qu'ils étaient encore valides, ils n'étaient pas malades, ils étaient encore jeunes. On a déployé, on a redéployé sur le terrain, on a comblé avec un peu moins de 4 000. L'État a fait de recrutement au début de 2017, on a remis dedans. Et ensuite, l'État a mis en place le programme de préinsertion dans l'enseignement, le fameux programme aspirant au métier d'enseignant. Et aujourd'hui, nous avons 14 402 actuellement qui travaillent, alors qu'on en a déployé plus de 16 000. Le personnel d'encadrement est aussi renforcé avec des moyens roulants à disposition et un point d'honneur est mis sur la qualité de l'enseignement. À partir de 2017, nous avons mis en place un dispositif qui permet d'encadrer non seulement les candidats, mais également leurs enseignants. Et déjà en 2017, on est passé de 41% à 65%, et d'année en année, aujourd'hui, ça tourne autour de 80%. Donc, il y a déjà de bons résultats au niveau de nos apprenants. Pareil pour les enseignants. Alors, en 2019, avec le dispositif mis en place depuis 2017, nous étions dans le peloton de tête. Le Bénin s'est retrouvé aux côtés des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que ce que nous avons mis en place à partir de 2017 a fonctionné et fonctionne jusqu'aujourd'hui. Peu à peu, l'école béninoise retrouve ses lettres de noblesse. Même si des efforts sont consentis, il reste beaucoup à faire en raison de certaines disparités.
Pour les régler avec efficacité, le gouvernement travaille aujourd'hui à créer des cartes scolaires pour satisfaire les besoins des populations en termes d'éducation. On change de sujet, on parle politique à présent à travers cette mobilisation le week-end dernier à Basila de militants BR de la 14e circonscription électorale. Ils ont condamné ces militants la tentative de déstabilisation des institutions démocratiques de notre pays. Les échos avec Giscard Apovi et Abdoulaye Momouni Yakoubou. Une mobilisation massive vendredi dans la 14e circonscription électorale. Les représentants des localités de Basila, Waké et Kopargo se rassemblent pour exprimer leur indignation. Ils réagissent à la récente tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel au Bénin. À l'origine de cette vaste mobilisation, le bloc républicain qui cherche à restaurer la confiance des citoyens. Nous, population de Basila, de Kopargo et de Waké, condamnons fermement toute idée de prise de pouvoir par la force, car nous sommes profondément attachés à la démocratie et donc à l'alternance par la voie des élections. Nous sommes profondément convaincus que l'application des résolutions de la conférence nationale, qui constitue la base consensuelle de notre vivre ensemble, ne fait aucune place à un coup de force politique, quels que soient les motifs. Il existe toujours dans les dispositions constitutionnelles et légales une réponse et une solution pacifique à tout problème et à toute frustration née de nos relations interpersonnelles et administratives. C'est pour cette raison que nous condamnons cette déviance vers des voies de fait dans la prise de pouvoir. Le parti du cheval blanc cabré se positionne fermement pour la stabilité du pays. Nous invitons la justice à conduire ce dossier avec transparence, à identifier tous les complices et à leur appliquer les sanctions appropriées. Merci pour cette déclaration. Je la transmettrai à qui de droit, comme souhaité. Et rassurez-vous, cette déclaration sera remise au chef de l'État en main propre par le ministre d'État, M. Abdoulaye Biochane. Lors de la grande prière du vendredi, l'imam de la mosquée centrale de Basila, El Hadj Bachirou Akime, prie pour la paix au Bénin. La solidarité et l'engagement des citoyens en faveur de la paix et de la démocratie au Bénin ont marqué cette journée de mobilisation dans la 14e circonscription électorale. Dans une même veine, mais dans une autre démarche, pieuse celle-là, l'église protestante méthodiste du Bénin a rassemblé ses fidèles pour une prière ce dimanche à Jéricho, c'est à Cotonou. Chœur et prière étaient dédiés à la pacification des esprits dans le pays. On en parle avec Gloria Oni et Ernest Tétégou. Tout citoyen peut exercer ses droits et libertés dans une société pacifique qui favorise le dialogue et le respect des différences. Les récents événements, notamment les attaques terroristes, interpellent aussi les assemblées chrétiennes. À chaque célébration, nous prions toujours pour le pays dans lequel nous vivons. Nous prions toujours pour les autorités politiques et administratives du pays et nous prions pour tous les fidèles du pays. Ce message de Jérémie contenu dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7, nous invite donc à régulièrement prier, à prier constamment pour la paix de notre pays, la paix dans les foyers et la paix partout dans le monde. Donc c'est notre mission. Établir des relations appropriées entre différentes parties va permettre d'aborder les préoccupations communes et de reconstruire la confiance. Nous devons œuvrer pour maintenir la cohésion que Dieu a accordée au Bénin. Nous devons œuvrer pour maintenir cette paix, car la paix est le premier facteur de développement. Sans la paix, nul ne peut prétendre au développement. Notre beau pays a été et restera toujours un modèle de paix dans le monde entier. Les chrétiens de l'église protestante méthodiste du Bénin appellent au dialogue et à la considération de toute autre opinion allant dans le cadre de la préservation de la paix.
ce même esprit de paix qu'à Parakou, la communauté musulmane a répondu à l'appel de l'imam central pour une prière nationale. Dans un geste de foi, les imams se sont rassemblés pour appeler à la pacification des esprits et à la stabilité du pays. Abdoulafou Idrissou et Nagompati. À l'initiative de l'imam central, les imams de Parakou se sont réunis pour invoquer les bénédictions d'Allah sur le Bénin et son président, prier pour la paix et exprimer leur gratitude envers le très miséricordieux pour avoir préservé le pays du pire. Que Dieu exauce nos prières à l'endroit du chef de l'État et de son gouvernement. Au nom du prophète Mahomet, que Dieu épargne notre pays du pire. Tout le peuple béninois doit prier, doit remercier Allah le Tout-Puissant. Parce que si aujourd'hui notre président n'est pas en paix, il faut savoir que c'est tout le Bénin qui ne sera pas en paix. Raison pour laquelle nous sommes regroupés ici pour prier et remercier Allah le Tout-Puissant pour avoir exaucé nos prières que nous ne cessons de faire à l'endroit de notre président. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Nous prions pour que Dieu accompagne le président Patrice Talon jusqu'à la fin de son mandat. Là où il y a violence, là où il y a instabilité, là où il y a coup d'État, il n'y a pas la paix. Au nom de Laurent Rachidi Gbadamassi et au nom du parti BR, le Bloc républicain, nous disons merci à l'imam central, son éminence, Imam Ouakaya, troisième vice-président de l'Union islamique du Bénin, qui a initié cette prière pour rendre grâce à Dieu, pour nous avoir épargné du pire. À travers cette prière de reconnaissance envers Allah, l'imam central et le conseil des imams de Parakou montrent leur attachement aux valeurs prônées par la République depuis des décennies. L'actualité internationale nous amène au Nigeria où la Croix-Rouge alerte sur la malnutrition infantile. Au Vatican où le musée du Saint-Siège dévoile le célèbre Apollon du Belvédère après 5 ans de restauration. Pendant ce temps, l'ONU se préoccupe de l'emprisonnement d'adversaires politiques au pouvoir en place en Tunisie et les frappes russes du côté de l'Ukraine continuent de faire des dégâts. On va suivre la compilation de Gloria Olé. Le Comité international de la Croix-Rouge tire la sonnette d'alarme face à l'augmentation préoccupante des cas de malnutrition sévère dans le nord-est du Nigeria, ravagé par une insurrection djihadiste, des attaques de groupes armés et par des inondations. D'après l'organisation humanitaire, la malnutrition infantile est en hausse de 24% cette année et les cas sévères de plus de 39% dans les hôpitaux, soutenus par le Comité international de la Croix-Rouge dans le nord du pays. Les hôpitaux ont signalé 6824 cas au troisième trimestre de l'année 2023 de malnutrition chez les enfants et 8470 cas au troisième trimestre de 2024. Selon plusieurs ONG, les récentes inondations provoquées en partie par le réchauffement climatique affectent les récoltes et contribue à aggraver la crise alimentaire dans la région. Plus de 6 millions de personnes dans la région du lac Tchad connaîtront des pénuries alimentaires au cours des prochains mois en raison des conflits et des effets du changement climatique. Le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme déclare que les arrestations et les condamnations d'adversaires politiques du pouvoir en Tunisie sont préoccupantes. Dans les semaines précédentes de la récente élection présidentielle, plus d'une centaine de candidats potentiels, de membres et de leurs équipes de campagne et d'autres personnalités politiques ont été arrêtés pour divers motifs, allant de la falsification de documents électoraux à des accusations liées à la sécurité nationale. Plusieurs bâtiments en proie aux flammes et des pompiers s'efforçant d'éteindre l'incendie après qu'une frappe russe ait tué une femme et blessé 16 personnes. De nombreux viticulteurs de la vallée de Douro, le terroir du célèbre vin de Porto dans le nord du Portugal, sont touchés par une crise sans précédent provoquée par une consommation en benne au niveau mondial. On se sent abandonné, c'est révoltant, témoigne un viticulteur. Une situation qui a plongé dans le désarroi cette vallée connue pour ses plus de 24 000 hectares de vignes.
Merci à Gloria Oni pour ce tour à l'étranger. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.